Et voilà, pour la 4e fois, SpaceX vient de lancer le duo Starship Super Heavy pour un nouveau vol d'essai haut en couleur, dont je vous propose de revoir ensemble l'essentiel, en plus de revenir sur les autres actualités du programme. Car, comme d'habitude, des nouveautés et des choses à dire sur le Starship, il y en a. Starship V2, 4e vol, nouveau prototype, un mystérieux Starship 26 dont la saga continue. C'est surtout ça que je vous propose de faire ensemble le point, après vous avoir invité à vous abonner ainsi qu'à partager cet épisode. Avant de commencer cet épisode, je tiens à préciser un point assez important. Étant donné que cette vidéo suit d'assez près le vol du Starship, elle est aussi en partie préenregistrée et si aucune information que vous y trouverez n'est erronée, eh bien ça m'oblige à la diviser en deux parties avec d'un côté le bilan du 4e vol et de l'autre les autres actualités du programme qui seront en seconde partie. Sur ce, eh bien, revenons enfin sur ce 4e vol qui, comme d'habitude, allait être un régal pour les yeux. Le décollage allait, comme d'habitude maintenant, assez bien se passer. De façon presque routinière, la séparation du Starship et de son booster allait elle aussi être assez propre avant que ce dernier ne commence son boost backburn pour se poser en mer dans le golfe du Mexique. Mais il allait y avoir une petite nouveauté. Désormais, et comme ça a déjà peut-être, même si ce n'est pas confirmé, été le cas lors du 3e vol, l'anneau séparant le Starship de Super Heavy, qui permet la fameuse séparation à chaud du Starship, où ce dernier allume ses moteurs alors qu'il est encore accroché à Super Heavy, anneau qui permet l'évacuation du souffle des moteurs, allait être détaché après le boost backburn de Super Heavy. Cette séparation permet ainsi principalement d'économiser un peu de masse, et donc de carburant pour permettre à Super Heavy de se poser. Bon, on peut se demander l'intérêt du coup de faire cette séparation après le boost backburn, mais bref. Super Heavy allait ensuite tenter de se poser en mer avec le résultat que vous voyez ici. C'est donc aussi la première fois que Super Heavy réussit à se poser et ce n'est pas rien. De son côté, et comme lors du vol précédent, le Starship n'allait avoir aucun mal à atteindre sa trajectoire suborbitale, et c'est justement cette partie qui allait être la plus différente du vol précédent. Pas d'essai d'ouverture de soute qui s'était mal refermé, de transfert de carburant en orbite qui avait été un succès, ou de tentative de rallumer un moteur Raptor du Starship. Le dernier vol d'essai s'était en effet soldé par une rotation incontrôlée du Starship lors de sa réentrée, et le plan était désormais de tenter de survivre à la réentrée et faire se poser le Starship en douceur dans l'océan Indien. Et non plus de le faire s'écraser comme c'était le cas lors du précédent vol. Mais bref. La réentrée dans l'atmosphère et la chaleur générée par les frottements de l'air à cause de la vitesse du Starship reste encore en effet le plus gros défi pour le véhicule. De la bouche d'Elon Musk lui-même, la perte d'une seule tuile de protection thermique peut ultimement mener à la perte du Starship. Et c'est un défi colossal. Si on regarde les différents vols du Starship, et même si les choses s'améliorent progressivement, eh bien, la situation est loin d'être rose. Les tuiles de protection thermique ont en effet une fâcheuse tendance à se détacher lors des essais statiques, décollage et autres phases du vol. Or, privé de protection, l'acier inoxydable du Starship ne peut tout simplement pas résister à ces conditions. Ce matériau fond en effet aux environs des 800 à 1000 degrés, et s'en sont près de 3-4 fois plus que la réentrée dans l'atmosphère génère. Mais cette fois-ci, le Starship allait réussir à survivre à ces conditions extrêmes, à ne pas avoir de rotation anormale, et c'était l'essentiel de ce qui était attendu de ce vol. C'est ainsi une étape cruciale qui semble s'améliorer, et même s'il reste à l'entreprise d'Elon Musk encore pas mal de marge pour progresser, c'est déjà une étape en plus de réussir. Le Starship allait ensuite tenter et réussir à se poser en mer, signant ainsi le premier vol suborbital parfait pour le véhicule. Bon, je dis parfait, mais on en est aussi encore assez loin. Alors qu'Elon Musk avait insisté il y a quelques jours sur le fait que la perte d'une tuile de protection thermique était catastrophique, on a littéralement vu une partie du Starship se désagréger et des morceaux de son aileron partir en vacances à la mer, peu avant l'atterrissage durant cette fameuse réentrée. Alors, l'amérissage du Starship, disons-le, tient donc du miracle, et il reste encore du progrès à faire, c'est certain, même si SpaceX s'approche aussi désormais grandement de la fin du développement. D'ailleurs, on notera que 3 tuiles de protection thermique ont été volontairement enlevées pour tester la résistance du véhicule, et que l'une d'elles fut remplacée par un faible bouclier bien plus fin qu'une tuile. Sur ce, eh bien, il va être temps de passer à la suite des actualités. Dans un premier temps, on notera que la construction du second pas de tir continue d'avancer, et que le démontage du panneau Gateway to Mars, situé près du pas de tir, est désormais en cours pour permettre la construction de ce fameux second pas de tir. Dans un autre style, on notera que le Starship 26 vient ce 3 juin de réaliser une nouvelle mise à feu statique. Et comme je le dis souvent, on sait très peu de choses de ce prototype.
S'il semblerait qu'il ait au départ été prévu de faire voler un Starship non réutilisable dès le second vol, les plans ont été vite changés et le Starship 26 est resté inactif plusieurs mois, avant de reprendre depuis quelques semaines le chemin des essais. D'ailleurs, cet essai statique allait aussi permettre d'essayer un nouveau stand d'essai avec une tranchée pour évacuer la flamme, mais bref. Difficile donc de prévoir ce que SpaceX compte faire de ce prototype, mais en tout cas il semblerait que nous en saurons bientôt plus, enfin, on l'espère. Et honnêtement, ce ne serait pas de refus. Dans tous les cas, les autres prototypes eux aussi continuent d'avancer. Les Starship 30, 31 et 32 sont désormais quasiment achevés, et les 30 et 31 ont déjà débuté les essais. Mais après ça, en revanche, les choses deviennent un peu plus floues. À l'exception de la section accueillant la porte permettant d'éjecter les Starlink V2, le Starship 31 semble peu avancé, même si le travail sur cette section continue. Et là, on en arrive à un autre fait intéressant. Les Starship 34 et 35 ne semblent pas exister, et on passe directement aux 36 et 37. Et si on ajoute à ça l'arrivée d'un premier aileron de nouvelle génération sur le site de Boca Chica, il semble assez clair que les 34 et 35 seront les premiers Starship V2. Et cette génération sera plus que la bienvenue. J'en parlais il y a quelques jours dans un épisode dédié, qui sera en écran de fin, mais le Starship est en effet actuellement trop peu puissant et cette nouvelle génération, dont les véhicules seront rallongés, devrait permettre de commencer à régler le problème. Les Starship V2 apporteront ainsi des ailerons plus aérodynamiques, permettant de légèrement augmenter les capacités du véhicule en réduisant les frottements avec l'air, ce qui sera plus que crucial pour permettre au Starship d'atteindre les capacités annoncées et viser la Lune dans un second temps. Mais à côté de ça, du côté du booster Super Heavy, les choses avancent aussi. Les boosters 12, le prochain volet, et 13 ont débuté leurs essais, et les boosters 14, 15, 16 et 17 sont eux aussi dans les cartons. Mais Super Heavy devrait aussi être légèrement rallongé avec le Starship V2, en plus de voir le fameux anneau de séparation à chaud, désormais éjecté après la séparation, évoluer lui aussi. Là encore en revanche, les choses ne sont pas très claires et il est assez difficile de savoir quel booster sera le premier de la nouvelle génération. Néanmoins, on peut décemment espérer que ce changement apparaisse vers les boosters 16 ou 17, dont les premiers éléments sont sur le site de Boca Chica. Il n'est néanmoins pas encore très clair quand cette génération entrera en service, mais on peut décemment estimer que c'est une question de mois et qu'il reste encore aussi énormément de travail dessus, ce qui fait que ça ne reste qu'une simple estimation. Enfin, on avait aussi droit à de nouvelles images prises lors d'entraînements liés au Starship lunaire et plus principalement au SAS qui permettra aux astronautes de sortir dans l'espace et l'ascenseur qui les amènera sur la Lune. On notera d'ailleurs que le SAS actuel ressemble fortement au réservoir supérieur de Super Heavy qui sont utilisés lors de son amérissage, mais simplement retournés. Dans tous les cas, ce sont encore des étapes importantes pour le Starship lunaire et pour Artemis 3 qui ont été franchies. Il faudra donc suivre la suite attentivement, et soyez certains que c'est ce que je ferai ici. Allez, d'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.